Ce que vous voyez ici, c'est la reconstruction visuelle de l'imagination d'une IA qui s'imagine en train de conduire dans la vraie vie. Ces vidéos sont donc purement artificielles. La forme de la route, les autres véhicules, piétons, etc. Tout cela a été imaginé, rêvé par l'algorithme et on en voit la retranscription vidéo. À partir d'une situation de la vie réelle, on peut même faire imaginer plusieurs futurs possibles à notre algorithme. L'un où la voiture blanche recule, l'autre où elle s'engage sur la chaussée, nécessitant l'arrêt de la voiture. C'est ce même type d'IA qui est la première à réussir à collecter du diamant dans Minecraft. Dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement simplifié de ces algorithmes et pourquoi ils constituent une avancée majeure qui pourrait bien encore se développer dans le futur. Ces IA possèdent ce qu'on appelle un modèle du monde. Si on reprend l'exemple de Minecraft, l'algorithme a joué au jeu pendant plusieurs dizaines d'heures et a réussi à le recréer, il a construit une simulation de Minecraft. Et c'est ensuite au moyen de son modèle du monde, cette simulation, que l'algorithme a pu s'entraîner à devenir meilleur au jeu. Il s'entraîne à jouer dans son imagination. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle du monde, c'est que c'est grâce à lui que s'exprime la compréhension du monde que voit l'IA autour d'elle. Alors pour comprendre un peu mieux ce modèle du monde, prenons un cas d'usage beaucoup plus simple, l'auto-encodeur. Un auto-encodeur, c'est un réseau de neurones auquel on donne en entrée une image et qui doit en sortie reproduire l'image qu'on lui a donnée en entrée. Alors quel est l'intérêt d'un tel modèle ? Ce qui est important avec le réseau de neurones qu'on utilise, c'est qu'il comporte en son milieu une couche très petite. Ainsi, on force le réseau à, dans un premier temps, compresser, encoder l'image et dans un second temps, la décompresser ou la décoder. Donc naturellement, on parle d'encodeur et de décodeur. Alors voici un tel réseau entraîné sur des images de chiffres écrits à la main. L'encodeur encode l'image d'entrée en seulement 12 nombres et le décodeur, lui, il utilise ces 12 nombres pour reconstruire l'image de départ. Donc finalement, toute l'information nécessaire pour reconstruire l'image d'entrée, elle est présente dans ces 12 nombres. Ces nombres représentent donc la description de l'image d'entrée dans une forme très compacte. Par exemple, avec cette image, ces 12 nombres pourraient regrouper les informations suivantes. Le chiffre dessiné est un 8, la boucle du haut est grosse et la boucle du bas est petite. Et donc le décodeur, lui, étant donné ces informations, il est capable de reconstruire l'image de départ. Et donc le modèle a développé une certaine compréhension de ce qu'est une image d'un chiffre écrit à la main. Il peut décrire n'importe quelle de ces images par un petit nombre de caractéristiques et la reconstruire à partir de ces informations. Et donc si on fait ce travail en prenant des images issues d'un jeu dans lequel l'agent doit éviter les tirs ennemis, l'agent va, étant donné une image du jeu, créer un encodage qui décrit l'état du jeu. Le nombre d'ennemis présents, la position du joueur, les projectiles qui arrivent, etc., etc. Si on se déplace dans l'espace latent, c'est-à-dire l'espace dans lequel sont encodées les images du jeu, on voit quelque chose d'intéressant. Se déplacer dans certaines directions modifie l'image de sortie d'une façon assez claire. Par exemple, cette direction influe sur la présence d'un projectile, celle-ci sur la position du joueur. On voit donc que l'espace latent possède une sorte de structure qui reflète l'état du jeu. Cette petite expérience, elle témoigne que l'algorithme va placer différentes situations du jeu dans des parties bien spécifiques de l'espace latent. Et accessoirement, dans ce cas simple, ces parties sont interprétables par nous autres humains. L'état s'apparente donc à l'imagination de l'algorithme, ce qu'il retient d'important sur la situation actuelle du jeu. Et donc l'algorithme a une certaine compréhension des scènes de l'environnement, mais pour autant il n'a aucune notion de temporalité, ou bien même des dynamiques de l'environnement. Étant donné deux images issues du jeu, il sait les décrire, il sait ce qu'il y a dans ces images, mais il ne peut pas du tout les lier temporellement, en sachant que par exemple ici, si on se trouve dans la première situation et qu'on se déplace à droite, on va se retrouver dans la seconde situation. Je le rappelle, nous on veut obtenir une simulation du jeu, donc on doit aussi intégrer cette composante temporelle. Donc pour faire cela, on va faire deux choses. La première chose qu'on va faire, c'est agrandir l'état du modèle monde de l'algorithme. Pour l'instant, cet état est seulement fourni par l'encodeur, et donc il n'englobe que les informations d'une image donnée. En plus de ça, on va ajouter une composante temporelle à notre état, une sorte de mémoire. Elle est absolument nécessaire pour simuler des environnements un minimum complexes. Si on prend l'exemple de Minecraft, il peut y avoir des blocs qui ne sont pas directement dans le champ de vision de l'agent qui joue au jeu, mais qui ont quand même une incidence sur l'état du jeu. De même avec l'exemple de la conduite, la seule photo à l'instant T de la route n'est pas suffisante pour connaître entièrement la situation. Par exemple, l'information de la vitesse du véhicule y est totalement absente. Et donc cette mémoire elle va pouvoir se propager d'état en état dans le temps. Et donc pendant l'entraînement, c'est-à-dire pendant la création de ce modèle monde, en plus de réaliser l'entraînement de l'auto-encodeur, on va demander à notre algorithme de prédire le prochain état qu'il pense être le plus probable d'apparaître. Donc par état, on entend à la fois la partie mémoire ainsi que la partie observation. On va comparer cette prédiction avec le vrai prochain état observé, calculé en encodant l'image d'après et en y ajoutant la partie mémoire.
On va alors modifier les paramètres de l'algorithme pour faire en sorte que la prédiction soit la plus proche possible du vrai état observé. Cela va être répété pour la séquence entière, séquence qui provient d'une interaction avec le vrai jeu. Donc la première chose, ça a été d'élargir cette composante état et de faire prédire à l'algorithme le prochain état qui va apparaître. Et bien la seconde chose qu'on va faire, c'est intégrer la notion d'action. Avec ce qu'on a, on capture bien l'évolution temporelle de l'environnement, mais on ne prend pas en compte le fait que l'environnement il évolue aussi en fonction des actions que l'on prend. Si on veut reproduire cet environnement et ses dynamiques, il faut donc aussi prendre en compte ces actions. On va donc faire dépendre l'état interne de l'action qui a été prise. Avec ce qu'on a vu jusque-là, on est en mesure de comprendre l'exemple de la conduite vu en tout début de vidéo. Un total de 4700 heures de vidéos de conduite avec les commandes correspondantes ont été récoltées puis utilisées pour entraîner un modèle tel qu'on l'a vu. L'algorithme a appris à reproduire les images qu'il voit, ça c'est la partie auto-encodeur, et à prédire le prochain état qu'il va voir, ça c'est la partie temporelle. Et une fois l'entraînement terminé, on peut passer en mode imagination et laisser l'algorithme imaginer tout seul une trajectoire sur la route. On arrête de lui fournir les images qui venaient des données d'entraînement et on lui demande de prédire en boucle le prochain état interne. Alors notez qu'on a le choix sur les actions qu'on donne à notre simulation pendant cette imagination. Ici on choisit de prendre les actions qu'aurait choisi un humain dans la situation. Et l'avantage de cette architecture modèle monde, c'est qu'on peut visualiser la simulation apprise par l'algorithme. On peut visualiser son imagination. Il suffit pour cela de faire passer l'état compressé par le décodeur. On obtient une sorte de simulation de la réalité où l'algorithme imagine la présence de piétons, de vélos ou de voitures. On imagine également les décors qui l'entourent. On voit que le modèle du monde appris par l'algorithme est complet et très précis et possède bien une cohérence temporelle. S'il a décidé que la scène se passait de nuit, alors il respecte ce choix pour toute la scène. Une expérience intéressante à faire avec ce modèle, c'est de lui fournir quelques images de conditionnement et de le laisser imaginer la suite. Ces images de conditionnement montrent l'approche d'un rond-point. Dans un premier cas, on va tout droit. Et dans la seconde imagination, l'algorithme choisit de tourner à droite et imagine ainsi le nouveau décor, les nouveaux panneaux, les nouvelles voitures. Une autre expérience pour montrer que la simulation apprise par l'algorithme est assez fiable et robuste, on fait braquer la voiture à droite, ce qui empêche le véhicule d'en face d'avancer. Étant donné cette conduite, la simulation réagit et fait stopper le véhicule d'en face. Donc là on voit que la simulation, elle retranscrit le comportement des conducteurs humains sur la route qui freinent pour éviter l'accident. En fait, c'est exactement comme si on jouait à un jeu comme GTA, sauf qu'ici, les PNJ, les personnages non joueurs, ne sont pas contrôlés par des scripts, les décors ne sont pas générés par des scripts, mais tout est généré par la simulation construite au travers d'un réseau de neurones. Tout cet entraînement, il a été également fait dans Minecraft par DeepMind, une équipe de Google. Et c'est la première IA qui a réussi à obtenir du diamant sans recopier un humain déjà en train de jouer à Minecraft. Le principe est globalement le même, on a récolté des heures de gameplay d'un agent qui jouait à Minecraft, pour recréer le jeu dans l'imagination de l'algorithme via l'entraînement du modèle monde vu précédemment. La différence avec l'exemple des voitures, c'est que là, on va utiliser la simulation de Minecraft pour entraîner un algorithme à jouer au jeu, d'où l'idée d'un algorithme qui s'entraîne dans son imagination. Alors pour comprendre un peu plus cela, dans un premier temps déjà, comment est-ce qu'un algorithme pourrait apprendre à jouer à Minecraft, sans passer par son imagination, mais en interagissant directement avec le jeu. L'idée, on l'a vu dans la vidéo des IA qui arrivent à piloter des drones, c'est de laisser l'agent interagir avec son environnement. Il peut prendre des actions et en retour reçoit des récompenses. On peut alors créer un algorithme, ou plutôt une politique, qui va apprendre à choisir les actions qui font en sorte de recevoir le plus de récompenses possible. On ne va pas rentrer dans les détails de comment ça marche, on n'en a pas besoin pour cette vidéo, mais si vous êtes curieux, tout est expliqué dans la vidéo des drones. Donc l'idée c'est de laisser l'IA essayer des actions de Minecraft, on lui donne des récompenses, et elle fait en sorte de recevoir de plus en plus de récompenses. Alors pour le cas de Minecraft, on choisit de donner des récompenses par palier. C'est-à-dire à chaque nouvelle ressource collectée, on lui donne une récompense jusqu'au but final, le diamant. Et on donne une grosse récompense négative quand l'agent perd de la vie. Bon et bien tout cet entraînement à base d'actions et de récompenses, on va le reproduire dans l'imagination de l'algorithme. La seule différence, ça va être qu'au lieu de donner les actions au jeu en lui-même, on va les donner à l'imagination de l'algorithme, c'est-à-dire au modèle du monde qu'il s'est créé. Alors notez que pour l'instant, notre simulation elle ne génère aucune récompense, mais en fait lors de la collecte de l'expérience pour entraîner le modèle monde, on va récolter les images et les actions, ça on a déjà vu, mais maintenant aussi les récompenses, ces dernières qui vont être utilisées pour être reproduites par le modèle monde. Donc au lieu d'interagir avec le jeu pour apprendre à jouer au jeu, l'agent va interagir avec sa propre imagination. Alors évidemment, on pourrait se demander quel est l'intérêt de faire ça. Le premier, le plus évident, c'est que l'entraînement dans l'imagination est très rapide. Comme on simule l'environnement via un état compressé, on se passe de la manipulation d'images très lourde d'un point de vue computationnel. Au lieu de faire tourner le jeu Minecraft en lui-même, qui est lent lorsqu'on veut obtenir des milliers de trajectoires,
on utilise la simulation compressée de l'agent, qui concrètement est équivalente à des multiplications de matrices, ce qui est tout à fait parallélisable sur des GPU. Bien sûr, on a quand même besoin de jouer à Minecraft pour créer la simulation, mais au global, ça reste quand même plus efficace. Le second intérêt de faire ça, c'est lorsque l'on veut entraîner des robots dans la vraie vie. On gagne déjà en rapidité en simulant la physique dans le modèle monde, mais en plus de ça, ça limite l'usage avec le vrai robot et donc limite les coûts d'entretien et de réparation du vrai robot. C'est ce qui a été fait en 2022, où 1 heure seulement a été nécessaire à entraîner ce robot chien. Alors précisons un peu l'entraînement global de ces algorithmes, entre l'entraînement du modèle monde et de la politique à partir de ce modèle monde. Si on reprend l'exemple de Minecraft, le modèle monde a été entraîné en lui fournissant des heures de vidéo d'un algorithme qui joue à Minecraft. Mais au tout début de l'entraînement, lorsqu'on utilise cet agent pour récolter les heures de vidéo Minecraft, il ne sait absolument pas jouer à Minecraft, il fait n'importe quoi dans le jeu. Et donc apprendre un modèle monde de Minecraft à partir de ce simple comportement qui globalement ne fait rien dans le jeu, c'est pas possible. Minecraft a des mécaniques extrêmement riches et diverses, donc si on veut pouvoir espérer et pouvoir reproduire le jeu, il faut l'explorer totalement. Alors ce n'est pas réellement un problème, on va effectivement commencer avec un agent totalement débutant dans le jeu qui prend des actions au hasard. On va ensuite entraîner un modèle monde sur les données, donc observation, action et récompense récoltées par l'agent. Donc le modèle monde il sera loin d'être parfait, mais ce sera déjà mieux que rien pour entraîner la politique, c'est-à-dire l'algorithme qui choisit les actions. On peut alors utiliser cette politique pour à nouveau récolter l'expérience avec le vrai jeu Minecraft, expérience qui sera alors utilisée pour améliorer le modèle monde, qui à son tour sera utilisé pour améliorer la politique, et ainsi de suite. Donc la simulation et la politique, elles évoluent en tandem. La simulation se rapproche de plus en plus du vrai jeu, et la politique, elle devient de plus en plus performante. L'algorithme d'écrit a été mis en place par DeepMind, et sa dernière version, Dreamer v3, est vraiment impressionnante. Elle dépasse la plupart des autres algorithmes d'apprentissage par renforcement sur une grande diversité de tâches. On l'a vu Minecraft, mais aussi les jeux Atari, ou bien même des tâches de mouvement robotique. Alors pour finir la vidéo, pourquoi est-ce que ces méthodes ont un avenir brillant devant elles ? En un mot, il s'agit du scaling. Plus on augmente la taille des réseaux de neurones utilisés, plus les performances sont meilleures. Et cela, ça a été constaté à la fois par DeepMind avec Minecraft et par Wave avec la modélisation de la conduite, et à des échelles différentes. Et cette propriété, elle est très intéressante puisqu'on peut prévoir à l'avance, avant d'acheter les ressources de calcul nécessaires, les performances de l'algorithme. Et ça, évidemment, ça plaît aux investisseurs. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas du tout vérifié par les autres algorithmes d'apprentissage par renforcement, d'où l'intérêt majeur des algorithmes comme Dreamer. Dans le domaine du machine learning, l'autre grand paradigme qui a cette propriété de scaling est celui des modèles de langage géants, les LLM, avec notamment les modèles de la famille GPT qui avaient au début quelques millions de paramètres et aujourd'hui supposément plusieurs centaines de milliards. C'en est tout pour la présentation de ces algorithmes qui possèdent un modèle du monde qui les entoure. On peut s'attendre à d'autres avancées dans ce domaine et il y aura sûrement d'autres vidéos à ce sujet-là. En attendant, il arrive sur la chaîne des vidéos plus techniques où l'on implémentera ces algorithmes en Python.